Nous allons parler ce soir avec notre invité de 3 sujets. Le Ghana, l'arrestation de 8 indépendantistes du Togoland occidental. On évoquera le Bénin, la disparition de touristes français dans la Pendjari. Est-ce que c'est une alerte terroriste? Et puis l'Afrique du Sud, les législatives. Nouvelle victoire annoncée pour l'ANC. On en parle avec Maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Niaoui. Bonsoir à tous vos éditeurs. La police ghanéenne a annoncé lundi avoir arrêté 8 hommes soupçonnés d'être des séparatistes qui voulaient déclarer indépendante la région orientale du Ghana sous le nom de Togoland occidental. Les 8 hommes qui, selon la police, font campagne pour la création d'une nation séparée ont été arrêtés dimanche dans la ville de Ro, dans la région orientale de la Volta, à quelques 150 km au nord-est d'Accra, la capitale. Nous avons appris que le groupe se réunissait pour finaliser les dispositions visant à déclarer indépendante cette partie du pays qu'il veut appeler Togoland occidental, a déclaré le porte-parole de la police, David Eklou. Est-ce qu'il s'agit là quand même, Maître Sosa, de véritable volonté pour les habitants de cette partie du Ghana d'être indépendants, ou simplement de volonté d'un groupuscule de se faire entendre? Je pense plutôt pour votre deuxième hypothèse, c'est-à-dire que c'est l'affaire d'un groupuscule d'individus qui... vous savez, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir des lubies. Parfois, vous avez des olibrius qui décident, pour des raisons qui les concernent et qui a rapport avec leur propre psyché, de soumettre tel territoire ou tel groupe de population à des desiderata. Écoutez, je ne sais pas, connaissant ce peuple paisible de Ro, qui se trouve très bien dans les conditions juridiques et historiques qui sont les siennes, c'est-à-dire que les gens de Ro, tels que je les connais, ils sont des Ghanéens heureux de l'être. Alors maintenant, s'il y a des gens qui ont envie d'en faire des habitants du Togoland, c'est une ambition qui a souvent trouvé écho chez quelques illuminés, mais je ne pense pas qu'il faille refaire l'histoire et à chaque fois triturer les lopins de terre qui nous ont été légués par notre histoire coloniale, parce qu'en fait, ici se joue encore la vieille histoire de ce qu'étaient ces territoires il y a un siècle. Oui. En 14-18, l'Allemagne a perdu la guerre et la France et la Grande-Bretagne ont décidé, pour punir l'Allemagne, de couper ses anciens territoires en deux et de se les partager. Sans savoir il faut savoir surtout qu'avant eux, la conférence de Berlin avait aussi permis à ces mêmes personnes de trancher comme ils voulaient dans le gâteau africain, et chacun a pris sa part. Alors donc, les choses ont été ce qu'elles ont été. Nous avons eu ce passé colonial. Nous sommes, nous autres Togolais, les reliquats de ce que la guerre, la grande guerre de 14-18 a laissé. Et puis finalement, il y a des gens qui sont nostalgiques encore et qui voudraient restituer les choses, mais finalement en faisant à l'envers. Parce qu'on aurait peut-être compris que la souveraineté togolaise qui réactive ces relents dans le temps, disent on veut récupérer l'ancien territoire pour nous restituer l'intégrité territoriale que nous avions avant la Première Guerre mondiale. Oui. Mais aucun Togolais sensé ne s'aventure dans cette affaire-là. Mais il y a des gens que ça amuse de temps en temps faire des sorties de ce genre. Je pense que c'est une aventure malheureuse qui appartient à quelques groupuscules. Et s'ils ont enfreint quelque loi que ce soit, la rigueur de la loi doit s'appliquer à eux. Mais on voit aussi dans beaucoup de pays, cette question se pose. Je pense notamment par exemple au Cameroun, où on a eu quasiment la même histoire avec le Togo, sauf que là, les deux parties ont été unifiées pour faire un Cameroun avec ce qu'on connaît aujourd'hui de difficultés là-bas. On ne peut pas, à un moment donné aussi, empêcher ces personnes qui ont été séparées de leur mère patrie de vouloir revenir. Alors, c'est laquelle mère patrie? Donc, il y a un siècle qu'ils ont cessé d'être Togolais. Oui.
C'est ça. Donc, en fait, ils veulent revenir au Togo, qui est leur mère patrie. Oui. Il y a une partie togolaise qui existe aujourd'hui. D'accord ? Oui. Il y a une république togolaise. Oui. S'ils veulent absolument, s'ils tiennent à être togolais, mais qu'ils viennent au Togo. Ils seront bien accueillis. Mais s'ils sont territorialement situés au Ghana, il faut qu'ils acceptent qu'ils sont devenus Ghanéens depuis un siècle. C'est pas la même chose que les Tchagossiens qui, par l'effet de l'histoire et des guerres aussi, le jeu des puissances, étaient mauriciens et ont cessé de l'être parce qu'on les a dépossédés de leur territoire. C'est pas ça du tout. Là, ce sont des gens qui sont restés sur le territoire qui est le leur. S'ils sont à Ho n'a pas bougé, n'a pas été déplacé, sauf que il est passé sous administration britannique d'abord. Et puis ensuite devenu Ghana indépendant. Ils sont toujours sur leur territoire, eux. Alors quel est le problème ? S'ils tiennent tant à ressusciter l'ancien Togoland, c'est impossible. Enfin, c'est un rêve impossible. Eux seuls ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas arracher au Ghana la partie qui était le Togo britannique, qui a été annexé au Ghana. Il ne peut pas le lui arracher tout seul. Le Togo n'a même pas cette velléité. Alors, ils veulent quoi ? Récupérer ce petit espace et en faire un nouvel État indépendant du Togo et du Ghana. Attends, vous ne trouvez pas que l'aventure est quand même assez biscornue, qu'il faut mettre fin rapidement à ça pour passer à autre chose ? On est en train de penser à des enjeux de développement importants, aussi bien pour les Ghanéens que les Togolais, dans l'espace CEDEAO. On a déjà du mal. Alors, il y a des gens qui vont dire « Alors non, on va encore morceler pour régner sur des lopins de terre, sur des bouts racornis de terrain. Non mais ça va, oui. » Mais ça fait quand même depuis 1994 que ce groupe a été créé et malgré... il a été déclaré illégal, il a été démantelé. Mais il continue d'exister. Oui, mais c'est ce que je dis. On ne peut pas empêcher. Vous savez, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas empêcher des gens d'avoir des lubies. Il y a des illuminés. Vous savez, il y a des gens qui croient que la Terre... va un jour tourner à l'envers. Oui. Il y a des gens qui sont persuadés qu'un jour, ils vont remplacer la Lune, ils vont intervertir l'ordre des choses. Non, mais ils en sont persuadés. On peut pas les empêcher. Second sujet, on parle maintenant du Bénin, la disparition des touristes français dans la Pendjari. Est-ce que c'est une alerte terroriste ? En tout cas, les recherches se poursuivent pour trouver les 2 touristes français disparus depuis le 1er mai alors qu'ils étaient en vacances dans le parc de la Pendjari au Bénin et dont on est toujours sans nouvelles. Si personne ne parle officiellement d'enlèvement, il n'y a eu aucune demande de revendication, aucune revendication. Plusieurs éléments semblent quand même corroborer cette thèse dans une région frontalière du Burkina Faso où opèrent de nombreux groupes armés et djihadistes. Les 2 touristes étaient partis en safari dans le parc de la Pendjari, l'un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Afrique de l'Ouest qui s'étend sur près de 5000 km le long de la frontière burkinabène. Alors qu'ils étaient attendus dans la soirée à leur hôtel où ils devaient déjeuner, ils ne sont jamais revenus. Et très peu de détails ont jusque-là émergé sur le déroulement précis des événements. Mais ce qu'on sait, maître, c'est que leur guide béninois, Fiacre Béji, lui, on a retrouvé son corps très abîmé et on comprend aisément que ça a dû être l'œuvre, en tout cas, de bandits, sinon de terroristes. Oui, toutes les hypothèses sont ouvertes. Ça peut très bien être l'œuvre de bandits, comme ça peut, c'est encore plus vraisemblable, être l'œuvre de djihadistes. Parce que dans cette zone-là, il y a à l'œuvre plusieurs groupes, notamment Ansar al-Islam, il y a le groupe État islamique du Grand Sahel, d'autres groupuscules encore qui sévissent dans ces zones-là. Et c'est vrai que c'est une hypothèse. Aujourd'hui, on se perd en conjecture parce que personne n'a pu retrouver leurs traces en dehors de ce pauvre cadavre de leur guide qu'on a retrouvé. Effectivement,
c'est une série noire. On est en droit de s'émouvoir. Mais la mort de ce guide béninois ne me semble pas poser beaucoup de soucis. Oui. On a pris comme un fait divers le fait qu'on ait retrouvé son cadavre. Et puis maintenant, on a activé beaucoup de moyens pour rechercher les 2 Français. Et on ne parle que de 2 Français qui sont morts. Et dans cette zone-là, beaucoup d'Africains meurent aussi, quotidiennement. Mais apparemment, dans l'indifférence totale, personne n'en parle même. Les premières victimes, c'est d'abord des Africains. Il faut qu'on le dise et qu'on le sache. Quand les djihadistes débarquent à Bamako et Ouagadougou, les victimes sont plus nombreuses dans les rangs des locaux. Mais apparemment, on n'a pas l'air de s'en préoccuper beaucoup. Et c'est moi ce qui me gêne souvent. Voilà. On fait plutôt un décompte macabre de personnes expatriées. On a l'impression qu'en Afrique, la vie du touriste, qu'il soit français ou pas, est plus importante que la vie de l'Africain, le Gondouanais lambda. Voilà. Et c'est toujours ça qui est révoltant un peu, parce que aucune vie humaine ne mérite d'être sacrifiée de cette façon-là. Aucune. Et devant ce genre de phénomène, le passeport importe peu. Mais on a l'impression que quand il s'agit de certains passeports, on va remuer ciel et terre, on va faire des ramdams au quotidien, parce que c'est plus important. Et puis voilà, ce pauvre fiacre, je sais pas. Passe aux oubliettes. On n'en parle pas beaucoup. Lui, en fait, c'est un dégât collatéral. Il s'est trouvé là, voilà, c'est tout. Alors maintenant, on est quand même dans le nord du Bénin, c'est vrai, dans une région frontalière du Burkina Faso. Est-ce qu'on doit craindre que la menace terroriste, ou du moins l'alerte terroriste, est au Bénin? C'est une zone. Vous voyez, c'est là le problème, c'est que nous sommes enfermés dans les logiques de frontières telles que héritées de notre histoire coloniale. Mais cette zone-là, en fait, vous savez, un fleuve, c'est un élément topographique, parfois, d'accord, une réalité géographique aussi, et un fleuve se traverse. C'est pas parce qu'on a décrété sur le papier que l'autre berge est dans un pays que, systématiquement, il faut se dire, maintenant le Bénin est menacé. Il l'a toujours été, tout comme le Togo. C'est-à-dire, plus aucun pays n'est immune de ce phénomène-là. Ils peuvent venir partout. Ils circulent partout. Mais à un moment donné, il y a toujours un élément déclencheur, un fait particulier qui met le feu aux poudres et qui fait que la violence terroriste s'exprime à un moment donné sur un territoire ou un autre. Mais non, je ne pense pas que le Bénin ait été un sanctuaire d'immunité alors que le Burkina Faso était plus livré que le Mali ou autre. Non. Mais regardez, depuis les 3 dernières années, ça a frappé en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam. On est rentré là dans le deep south de la Côte d'Ivoire. Très profond. Très profond. On est venu là, on n'est pas dans les frontières sahéliennes du tout. On est venu carrément sur la côte. Bon. Ensuite, ça a frappé à Bamako et ensuite à Ouagadougou 2 fois et là plus récemment dans le nord-ouest du Burkina Faso. Donc vous voyez, ils se déplacent au gré de leur pérégrination dans la zone qu'ils veulent contrôler. Et si vous vous trouvez sur leur chemin, vous êtes mal tombé, ce genre de phénomène, enlèvement, assassinat, peuvent arriver. Donc non, il y a pas plus, le Bénin n'est pas plus en danger aujourd'hui qu'il ne l'a été avant. Pas plus que la Côte d'Ivoire, pas plus que le Burkina Faso. Non. La porosité des frontières y est également pour beaucoup. Oui. C'est comme le phénomène Boko Haram. Pendant longtemps, on a pensé que c'était circonscrit dans la zone de Maïdougouri, etc. Oui. Et puis finalement, on les a vus traverser la frontière camerounaise. Et puis en plus, ils sont allés au Tchad. Bon, vous voyez,
c'est la même chose. Alors, le troisième sujet, on parle maintenant de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui se prépare aux élections générales très prochainement. Les Sud-Africains votent mercredi pour des élections législatives et provinciales où la victoire est promise une fois de plus au Congrès national africain au pouvoir depuis la chute du régime de l'apartheid en 1994, malgré le chômage, la corruption et une société de plus en plus inégalitaire. Sauf énorme surprise, le parti du feu Nelson Mandela devrait retrouver sa majorité absolue sur les bancs du Parlement et son patron Cyril Ramaphosa, élu par les députés, son fauteuil de chef d'État. C'est quand même curieux qu'en Afrique du Sud, malgré tout ce qu'on vient de citer, le chômage est très galopant. Depuis 1994, où les Noirs ont pris le pouvoir, le chômage est passé de 20% à 28% selon les sondages. La corruption, n'en parlons pas, elle touche même le sommet de l'État. Mais on a l'impression que l'ANC, en tant qu'entité politique, ne ressent pas véritablement les effets de cela. Oui, l'Afrique du Sud est un phénomène tout à fait particulier. Vous voyez, quand le mot d'ordre de l'ANC One Man, One Vote a été promu comme un leitmotiv politique, tout le monde a eu peur de ça. Parce que justement, c'est là l'expression paradigmatique de la loi de la majorité. La majorité des Noirs a une filiation, se sent une filiation avec l'ANC, une filiation idéologique et politique avec l'ANC. Ce sont ceux qui nous ont libérés de l'apartheid. Donc ils ont au moins ce capital-là. Maintenant, si socialement l'ANC peine à changer le cours des choses et à améliorer plus massivement la vie des Noirs, ils en sont quand même un peu plus tolérants. Ils manifestent tous un peu de mansuétude vis-à-vis de l'ANC pour ses échecs aussi, parce qu'ils se disent, bon, il faut le temps pour que ça se fasse. Maintenant, la structuration même de la vie politique en Afrique du Sud fait que l'ANC, quoi qu'il en soit, est le parti emblématique, majoritaire dans le cœur des gens. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Alliance démocratique qui est un parti récent, qui a à peine 5-6 ans d'existence, qui a finalement un ADN qui est plus économique que social, politique, historique, qui va compétir sérieusement avec l'ANC. Non, c'est compliqué pour eux. Et le Parti national, c'est un parti minoritaire. Et aujourd'hui, même dans le milieu blanc, c'est compliqué de se revendiquer encore de ce parti qui porte toutes les tares de l'apartheid. Bon, alors après, il y a le IFF de Julius Malema, qui est un parti très à gauche, très marqué, qui est encore plus remuant, et qui veut carrément un pouvoir noir absolu, qui est aussi à craindre, même si dans beaucoup de ses propositions, il y a une tonalité militante assez intéressante à suivre. Mais l'ANC est devenu le parti de gouvernement, un parti qui a été quand même le parti de Mandela. Oui. Tout cela joue aujourd'hui. On lui pardonne beaucoup. On pardonne même à Zuma d'avoir été un président complètement cancre, corrompu et totalement dévoyé. On lui pardonne ça aussi. Parce que on se dit, non, Zuma est une anomalie de l'ANC. Beaucoup de Sud-Africains disent, non, oui, d'accord, ça a donné ça aussi. Mais Zuma est un accident. Non. Donc, c'est une forme de maturité politique aussi, de se dire, bon, il nous faut un parti de gouvernement, malgré ses erreurs, on ne va pas aller de Caribe en Scylla. On va quand même s'en tenir à ce substrat idéologique. Et un jour, on trouvera le président qui va nous permettre de réaliser les projets politiques de l'ANC. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que les autres, en tout cas les challengers les plus sérieux de l'ANC, n'aient pas réussi à profiter des difficultés de ce parti, surtout après la chute de Jacob Zuma. Ils n'ont quasiment rien ravi à l'ANC. Non, c'est ce que je vous disais. L'ANC est le parti emblématique. Les gens
le Sud-Africain de base se sent une filiation. Si vous voulez, il continue d'aimanter encore les sensibilités politiques. Parce que, bon, après tout, ça c'est l'avantage d'être aux affaires. Oui. C'est le parti de gouvernement et donc il a au moins cette crédibilité que n'ont pas ses opposants. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois il rafle la mise. Et c'est vrai, et encore une fois, faut toujours le répéter, Jacob Zuma a été un accident dans l'histoire de l'ANC. Parce que, bon, quand on dit que cet homme-là chausse les godasses de Nelson Mandela et de Thabo Mbeki, ça fait doucement rigoler. Bon, aujourd'hui, Cyril Ramaphosa, de toute évidence, il fait mieux. Il est déjà plus présentable, moralement plus présentable que Jacob Zuma, dont tout le monde savait qu'il était un semi-voyou. Mais bon, les circonstances l'ont placé à la tête et c'est pour ça qu'il est devenu président de l'Afrique du Sud. Il a montré quel type de président il est. Mais on est quand même encore dans cette sorte de manipulation des masses où on a, attendez, c'est vrai, il y a eu un accident de parcours, mais maintenant nous allons nous corriger. Nous avons mis devant quelqu'un qui est, comme vous le dites, beaucoup plus présentable, qui fera mieux les choses, et ça convainc. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez Mais fondamentalement, les Sud-Africains ont lutté pour un mieux-être économique, social. Mais ils sont en train progressivement de conquérir ce bien-être social. Parce qu'on ne change pas comme ça une société qui a été bouleversée de fond en comble, qui a été mutilée dans son unité et dans sa structure sociale comme ça en 25 ans. Non, il faut encore une génération entière pour que ces inégalités se corrigent. Elles sont encore là, parce que les stigmates de cette politique de ségrégation, elles sont lourdes de conséquences. Et vous savez, aujourd'hui, la ségrégation a sévi aux États-Unis dans les années 60. Les populations noires ont encore du mal à s'en sortir. Ils en portent encore les stigmates. Et vous parlez d'un phénomène qui a 25 ans, 30 ans. Maître Sosa, merci d'avoir répondu aux questions. C'est un plaisir. La pause après le journal Regard croisé.